François Bon, 1925, une année avec Howard Phillips Lovecraft. Oui, on est en 2025, mais ça fait rien. On y va de suite en 1925. Tout d'abord, petit point sur le projet lui-même, ça bosse. Et là, au bout du premier mois, wow, l'impression déjà de quelque chose pas à soutenir dans les bras, le poids que c'est. Mais justement, je pense qu'on a mis en place les tenseurs, les rubriques, les équilibres. Puis surtout maintenant, il y a cette communauté agissante là tous les jours, cette petite poignée là, de mails tellement précieux ou de commentaires sous les vidéos YouTube. Je pense que ça va nous permettre aussi une autre étape. Je crois que je vais installer une rubrique, là, discussion sur le site, au moins intégrer là, toutes ces remarques, tous ces liens. Vous savez que chaque fois que vous me donnez des liens, on les intègre là, dans notre dictionnaire, les noms, les lieux, les index, sans oublier les remerciements. Et chaque jour, là, il y a un peu plus à découvrir, un peu plus de pistes, et ça déborde. La littérature, oui, on s'y attendait. Les films, tenez, je viens de recevoir là, ce facsimilé reprint là, de Ernest Dench, 1919, Macmillan Company, ce livre qui s'appelle en 1919 Making the Movies. Et voilà les gens qui sont avec Howard Phillips Lovecraft, qui sont ses amis au quotidien. Donc ça mérite bien d'aller y voir. Là, aujourd'hui, là, je fais la vidéo un peu tard, mais ça fait rien. Je vais me débrouiller pour qu'on soit bien dans les délais. Quand même, je reprenais là dans St. Yoshi les lettres à New York. Ça m'était revenu à cause de ce mot Kodak, la joie ou cette espèce de fascination de Howard Phillips Lovecraft. La première fois qu'il vient à New York, en fait, c'était en mai 1922. C'est presque 3 ans avant que New York là, entre dans sa vie comme quelque chose d'extrêmement régulier. Et c'est un ami, un correspondant du United Amateurs, Maurice Moe, M-O-E, qui l'écrit. Vous savez quelle date ? Le 17 mai 1722. Et là, pour une fois, c'est pas moi qui me trompe. C'est vrai de vrai. Il lui écrit du mois de mai 1722 une lettre. Mais alors, qui fait plus haut, là, en intégrale, dans la correspondance, là, justement, Hippocampus Press, là, à Maurice Moe. Mais ça fait 20 à 25 pages. Alors, évidemment, il y a des trucs de délire, mais ils vont, par exemple, il y a le Radiator Skyscraper, ils vont aller explorer les caves et les passages souterrains. Alors tout ça, évidemment, on va le partager ensemble. J'ai fait exprès ce dossier-là avec tous les documents réservés, les transcriptions, les annexes. Bon, on avance. Et merci, là, ces 3 jours, là, chaque fois, il y a 4 inscriptions nouvelles. Bonjour et bienvenue à celles et ceux là qui prennent le train en route. Il était temps, hein. Ouais, mais au moins vous avez fait le geste. C'est pas comme tous ceux qui se disent « Oh, le vidéo... » Non. C'est pas dans les vidéos que ça se joue. C'est un petit peu ailleurs. Et maintenant, ça se joue de plus en plus dans ce qu'on fabrique ensemble. Et c'est ça que je voulais aujourd'hui. Avant d'aborder même notre journal du 27, ça tombe bien, il tient en 2 lignes. Up late, lever tard, dinner, manger quelque chose, kitten, oh il y avait des petits chats, Kirk, évidemment comme tous les jours, et puis write letters. Et dans ce write letters, il a rajouté un S, mais c'est principalement une lettre à sa tante Annie Gamwell. Et par contre, cette lettre, on ne l'a pas. Là, on est encore dans la traversée sans lettre. Mais pour une fois qu'on n'a que 2 lignes, je voudrais entrer un petit peu dans ce travail qu'on fait ensemble. Alors, ordi 24, 25, 26, 27, on est donc à le 27, et ça tient ces 2 lignes que je viens de vous rendre. Demain, c'est la tante Liliane qui vient lui rendre visite depuis Providence. Il ira l'accueillir
à Grand Central. Il y a toujours ces mentions boys, mais ça c'est demain, on s'en occupe pas. Eh bien, je voudrais qu'on revienne non pas au petit PDF du 27 d'aujourd'hui dont je vais vous parler sitôt après, mais qu'on revienne en arrière à celui, on est lundi, de lui de samedi, donc qui était daté du 24 janvier 1925 et qui concernait l'éclipse qui avait été totale à New York ce jour-là. Vous avez été nombreux à réagir comme vous. Quelle belle surprise de voir que cette toile-là qui émerge et découvrir que c'était Alexander Calder. Oui, oui, le Calder, mort en 1976, le Calder des mobiles. Eh bien, le 24 janvier 1925, il est à quelques centaines de mètres de Lovecraft et de ses copains, et il en tire cette toile que je trouve merveilleuse, mais c'est pas encore le Calder qu'on connaît. Et cette photo-là, c'est Calder en 1927, à New York. Donc on est bien là dans quelque chose de commun. Et voilà, par exemple, ce que j'avais voulu, moi, déchiffrer. Là, il y a Van C'était. Van C'était, c'est évidemment Van Cortlandt. Van Cortlandt, c'est un immigré hollandais, je crois qu'il est mort en 1700 et qui a été le premier maire de New York. Et donc on est en plein dans l'univers de H.P. Lovecraft, en particulier, on verra ça en juillet, quand on croisera là, cette journée magique où il écrit d'un seul jet de 7h à 11h du matin, quelque part à Elizabethville, de l'autre côté de Staten Island, dans un petit calepin, là, acheté là, 5 cents là, dans la petite épicerie du coin, et il s'assoit dans un square là, et pendant 4 heures il griffonne là, cette histoire qu'il va appeler lui, et où il y a un personnage qui ressemble effectivement à ces immigrés européens new-yorkais là, du tout début du XVIIIe siècle. Et ensuite, après l'éclipse, lui, ils sont 5 donc. Frank Belknap Long, lui, est resté à Manhattan. Il va simplement se contenter avec, il a sa famille, sa femme, sa maman, ses enfants, de monter sur le toit de son immeuble. Lovecraft dira plus tard qu'il est très vexé parce qu'il en a fait autant, alors qu'eux, ils sont allés à Yonkers, là, ce quartier tout au nord, là, qui évidemment est sur une élévation, mais qu'est-ce qu'ils ont vu de plus, sauf qu'ils se sont caillés. Mais Lovecraft, il a à peine un petit manteau, il n'a pas voulu que Sonia dépense encore plus de sous. Et après l'éclipse, ils sont allés visiter ce Phillips Manor. Et ce manoir qui est devenu musée de l'histoire américaine, le propriétaire était un des neveux de Van Cortlandt, ou le gendre de Van Cortlandt. Donc moi, à cause du Phillips Manor, j'ai fait une espèce d'interprétation là, rétrospective. Il faut s'interroger, c'est pas la question de bosser là, sur ce pauvre type de 70 balais là, qu'elle est en train de lui chipoter sur 2-3 lignes, c'est pas la question. C'est s'interroger sur comment on pense quand on avance à tâtons pour restituer de telles notes. Eh bien, à cause de Phillips Manor et du nom Van Cortlandt, du personnage et de lui, eh bien, j'avais dit, tiens, peut-être qu'à cause de Phillips Manor, et avec Kirk, ils ont regardé un bouquin sur ce Van Cortlandt. Non, Van Cortlandt Park, eh bien ça, je le dois là à la communauté. En tout cas, Loveman, pas plus que Belknap Long, ne fait partie de la petite bande qui s'en va voir l'éclipse. Ils sont à 5, donc Morton, Dench, là, qui écrit sur le cinéma, leur vieil ami Leeds, et eux prennent le métro, tandis que Morton et Dench marchent, et c'est ensuite donc tous les 5 qui vont au Phillips Manor. Première erreur. Et puis ensuite, cette éclipse. Alors j'avais voulu retrouver, il y avait ce magnifique récit, là, ce même jour, là, en pleine tempête de neige, où on retrouve un petit bébé là, de 15 jours dans une congère de neige enveloppé dans un tissu, n'importe quoi, et le cantonnier là, avec sa pelle qui est chargé de déblayer la congère, qui entend ça pleure comme un petit chat gelé. C'était ce magnifique
récit avec ce journalisme grand d'époque. Et puis ensuite, donc j'avais pris des photos. J'avais trouvé par exemple cette photo que je trouve extraordinaire là, avec les immeubles là, du Manhattan qui se construit, le rock, hein, le vieux rock, la neige. Et puis là, un groupe de New-Yorkais en train de regarder le ciel. Il y avait cet événement aussi là, d'un Zeppelin géant nommé le Los Angeles qui, euh, qui a embarqué toute une équipe de scientifiques pour aller observer du plus haut possible une photo de l'époque, mais travailler là, avec le sépia. Et puis j'avais trouvé celle-ci, j'ai dit, merci la communauté. Et évidemment, et là, au 1er janvier, ils ont les bras nus et puis des petites chaussures d'été. Alors évidemment, elle est magnifique cette photo. Oui, mais c'est l'éclipse de 1932, pas l'éclipse de 1925. Dès que je suis revenu à la source que j'avais prise, c'était bien spécifié 1932, pas 1925. Simplement, quand je cherchais à éclipse janvier 1925, elle était venue avec les autres, mais non, celle-ci, il n'y avait pas à faire, donc j'ai corrigé. Alors, est-ce que c'est un tel contresens, l'éclipse de 1932? Pas tant, parce que c'est un moment aussi, moi, qui me touche depuis longtemps, depuis cette période-là à traduire Cauchemar sur Innsmouth. On est en 1928, Lovecraft a fait ce voyage de 4 mois dans le Vermont, d'où viendra Chuchotement dans la nuit. Il revient par la Nouvelle-Angleterre, il veut revoir, il passe par cette ville qui est un souvenir d'enfance, Newburyport. Et ce Newburyport, il découvre que c'est un petit port de pêche avec sa vieille conserverie, tout ça, mais maintenant sinistré. Une ville qui tombe en ruine. Et il continue son chemin, le même chemin que prend du narrateur de Ténèbres sur Innsmouth. Il continue, donc revient à Providence, et comme le narrateur, lui, reviendra en bus vers Arkham, et ça le travaille tellement qu'il se dit qu'il pourrait y avoir une histoire. Alors, il y a ce truc extraordinaire qu'il est à Providence, il vient de partir 4 mois, et lui qui n'a pas de sous pour tous ses voyages, et tout ça, il repart dans l'autre sens. Il retourne 48 heures plus tard, à Newburyport. C'est des heures de bus. Et là, il va rester 3 jours à Newburyport et il va aller à la bibliothèque. Il y a une église maçonnique, il y a un hôtel. Lui, il loge, c'est YMCA, là, ces auberges de jeunes. Il n'est pas jeune, mais au moins, on peut avoir accès à des dortoirs pour pas cher. Et c'est là qu'il va structurer le projet de son histoire, Ténèbres sur Innsmouth, qu'il écrira en gros 2 ans plus tard. Et puis, là encore, ce récit, il y est attaché. Comme nous, on est passionnés de ce Innsmouth, des plus beaux, des plus grands bouquins de Lovecraft. Vous le trouverez à 6 €, dont 4% pour moi, chez Point, en poche. Facile à trouver. Faites ça, au moins. Et pas moyen, refus. Et ce truc Innsmouth. Et en 1932, quand il y a donc au mois d'août 1932, quand il y a cette nouvelle éclipse, eh bien avec un ami, il refera le voyage de Newburyport. Et j'ai toujours pensé que s'il revient comme ça à Newburyport, c'est pas tant pour l'éclipse, il aurait pu l'avoir n'importe où ailleurs. C'est pour se confronté au fait qu'un tel livre, qu'une telle histoire qui est née à Newburyport, ça bloque comme les autres. Donc cette éclipse de 1932, elle résonne pour nous, Lovecraftiens, tout aussi bien. Mais comme j'enlève l'image, il a fallu que j'en trouve d'autres. Alors j'en ai trouvé 3 autres. Une, justement pour un autre article du Times, comme ceux que je vous ai mis là dans la compile, une escouade de 25 aviateurs de l'armée. Oui, comme ça aussi, en quoi l'éclipse joue aussi du symbolique. 25 aviateurs partent, le pilote est là derrière, et le passager, il a une caméra. On va filmer l'éclipse avec ce biplan, et
Voilà une image là des deux aviateurs dans le biplan, enfin l'aviateur et le filmeur qui s'en vont, qui osent à 25 aller braver l'altitude pour s'approcher de l'éclipse. J'ai trouvé aussi une autre image. Alors vous voyez, tant mieux, c'est-à-dire tu perds une image, oh, 3 autres t'arrivent, et c'est là où il y a le travail collectif. Là, ça pourrait être Lovecraft et ses deux copains. Lui, cette grande perche là avec les yeux comme ça, simplement les pauvres pour regarder l'éclipse. Alors c'est peut-être une mise en scène, je suppose, parce que de toute façon, il faut des longs temps de pause. On retrouve les immeubles de New York, c'est pixelisé, parce que ça vient justement du Times de l'époque, c'est un petit timbre-poste grossi, mais celui-ci, ben, il regarde l'éclipse avec la petite truc de verre fumé, mais les deux autres, ils ont qu'un truc de verre fumé pour eux trois, donc ils tournent le dos, et puis ensuite, ben, le triangle tournera. Et j'aime aussi beaucoup celle-ci, trouver pareille qualité, mais c'est là, oui. Laurent, on y est là, en janvier 1925, me dira pas le contraire. 3, vous voyez ces gros trépieds, là, avec les trucs réglables, les chambres, et puis là, le petit voile qu'on se met sur la tête pour photographier avec la plaque de verre, et toutes ces photographies des mouvements, du temps propre à l'éclipse. Ils ont les pieds dans la neige, les grosses bottes, mais là, c'est 3 photographes qui se sont mis sur un point élevé pour photographier l'éclipse de New York. Voilà, ça remplace, ouais, je crois que ça remplace, donc la rectif de Van Cortlandt, donc la rectif sur les photos, c'est déjà assez. Mais donc, ce truc, le PDF du 24, là, je me contenterai pas là, de l'actualiser dans la compile mensuelle. Dans une semaine, on l'aura, la compile mensuelle. C'est un peu dingue, moi, ce sera aussi un sacré premier rendez-vous. Et puis, on discutera ensemble des formes, y compris papier, si on veut. On verra. Mais là, je vais refaire ce PDF pour compenser ces 2 erreurs, mais c'est bien. Alors maintenant, on est le 27 janvier. Voilà le Roosevelt Hotel, un hôtel de luxe. On a sur leur... dans la partie historique, il existe toujours dans la partie historique de leur site, il y a là des photos de ces suites. On est tout près de Grand Central, la gare, et il se passe quoi? Eh bien, c'est là dans la une du New York Times. Tenez, attendez, allons voir le New York Times du jour. Alors on est un mardi, le New York Times n'a que 44 pages dans toutes les rubriques qu'on apprend à découvrir une par une, et chaque fois, pour moi, c'est comme une espèce de petit portrait d'époque. Par exemple, ça, ce fait divers. Madame de Chateaubriand intervient là, dans un asile psychiatrique parisien. Madame de Chateaubriand accuse sa famille, et elle a réussi, la comtesse, à s'échapper de l'hôpital psychiatrique où on la détenait abusivement. Ben voilà, tu travailles dans Lovecraft et tu te trouves Chateaubriand. Vous voyez qu'on est sur des pistes sérieuses. Et encore là, je ne l'ai pas traduit parce que ça concerne la France. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le vaste monde? Des alpinistes se sont perdus dans l'Everest. On est bien longtemps avant que des alpinistes accèdent au toit du monde, en haut de l'Everest. Ben, là, 3 se sont perdus et un avion se lance à leur recherche. Et puis, le ventre là, de la une, il y a 2 articles. Alors, attendez, avant que je vous parle de ces 2-là, j'ai pris celui-ci. Ça, c'est celui que j'ai traduit. On a vu avant-hier déjà un article sur les auteurs dont les revenus sont totalement bouleversés par la radio. Eh bien, là, c'est les théâtres. Et c'est intéressant parce qu'on voit une autre mécanique. C'est-à-dire, le théâtre se dit, on peut exister en parallèle avec la radio. Mais ces oppositions, le train et le cheval, le livre numérique et le livre papier, la radio et la télévision, comment on peut travailler de l'intérieur ces transitions en allant explorer les transitions passées. Eh bien, celle-ci, c'est que, est-ce qu'on a besoin d'aller au théâtre si la radio vient directement vous produire le concert ou la pièce
chez vous. Et là, c'est les théâtres eux-mêmes. C'est pas les acteurs. Les acteurs, ils commencent à avoir leur cachet à la radio et tout ça. Ça va s'arranger. Mais par exemple, sur le billet de théâtre, il y a une contribution, une taxe pour contribuer à l'effort de l'après-guerre. Donc les directeurs de théâtre, dans cette concurrence à la radio, vont demander, entre autres choses, être dégagés de cette contribution à l'effort de guerre 7 ans après 1918. Et c'est ça, bon, c'est pas fondamental, mais c'est une des pistes qu'on va chercher à trouver, parce que dans ces mutations, pour Lovecraft, ça voudra dire quoi? Pour lui et ses copains, publier dans les magazines populaires, ce Weird Tales là, qui va prendre de plus en plus de place là, dans notre petit journal, eh bien, c'est pas d'évidence là, comme ça. Alors, c'est les 2 articles qui sont au milieu. Par exemple, Leginska, une pianiste, Ethel Leginska, anglaise, comme son nom ne l'indique pas. Elle devait donner un concert et juste avant le concert, c'est-à-dire son assistante l'a mise dans le taxi. Le taxi devait l'amener au concert. Elle n'est pas arrivée. On dirait du Hitchcock. Et là, ça, pour moi, c'est magie de l'enquête. Alors, je sais bien. Moi, à chaque fois que j'ouvre un livre, là, je vous parle de l'équipe, là, bah, je suis sûr que, j'ai pas fini de parler, qu'ils seront déjà en train là, de travailler sur Perplexité ou autre, sur Perplexity, sur Ethel Leginska. Et puis, tout d'un coup, waouh, t'en prends plein la figure. C'est-à-dire, comment tu fais carrière de pianiste femme aux États-Unis? Un monde dur. Elle y arrive, parce qu'il y a des figures d'identification, de hautes figures d'identification. Clara Schumann. Mais sous cette pression, eh bien, il y a une séparation avec son mari, et évidemment, c'est elle la fautive, la saltimbanque. Donc la garde de son fils ira au mari. Alors j'entre pas dans les détails, c'est pas ça la question. Mais chaque fois, on a cette espèce de contrainte ou de dynamique sociétale là où c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, bon, concertiste, on peut avoir, par exemple, on peut avoir goût à certains excès. C'est normal, on est artiste. Oui, mais elle y va aussi sur le mastic. C'est-à-dire, elle propose un récital Chopin, c'est sans entracte. Son voyage Chopin ne supporte pas l'interruption. Or, si on va au concert, c'est aussi pour se montrer dans l'entracte. Mais elle devient compositrice. Et elle utilise, par exemple, il y a la trace là, d'un poème symphonique sur un texte de Edward Plunkett. Et le titre, je crois que c'est son premier, enfin sa première création, c'est un quatuor à cordes. Tout ça, on peut le retrouver. On peut l'entendre, on peut l'écouter, on peut la réhabiliter, oui, par le geste individuel qu'on fait d'aller l'écouter. Mais ce poème symphonique, alors je ne sais plus si c'est pas du tout, si c'est joué, si c'est plus joué, si c'est parti dans les limbes, mais ce poème, au-delà des chants que nous connaissons, le chant C-H-M-P-S, C-H-A-M-P-S, Beyond the Fields We Know. Et là, j'ai pas voulu chercher, j'ai pas voulu anticiper. S'il vous plaît, la troupe, c'est pas la peine. Attendons que le Times nous donne l'énigme. Attends, je vais zapper le truc le plus important. C'est que toute cette pression sur elle, devenir compositrice, bah ouais, si la musique est belle, et s'il y a des chefs d'orchestre qui ont envie de la jouer, comme le Boston Symphonic Orchestra qui va le créer. Oui, mais elle-même va diriger les orchestres symphoniques. Et ça pardonne pas. Et là, elle est en plein tous ces conflits, toute cette hostilité, tous ces trucs. Regardez même sur Internet, là, ces trucs de harcèlement, en particulier pour les collègues filles. Oh, moi, personne ne me harcèle. Hein. Personne ne me harcèle, Proust. Mais de toute façon, moi, je bloque. Mais elle, ce qu'elle prend dans la tête, c'est qu'elle a touché un rouage majeur. Compositrice, t'as le droit. Pianiste, génial, tu as le droit. Mais diriger en tant que femme un orchestre, voilà, c'est le mot chef, caput féminin. Moi-même, j'ai joué le jeu. Je ne sais pas ce qu'il adviendra demain de Ethel Leginska. Bon, et puis le dernier, ça va être vite fait. Je vous laisse regarder dans le PDF.
On est donc au Roosevelt Hotel, vous savez, ces grosses portes revolver, un type qui met une tunique qui ressemble à celle du personnel, une vareuse bleue, il prend un bâton de plomb, un tuyau de plomb de plombier, il l'a enveloppé dans un chiffon, et boum, parce que la dame, il avait repéré qu'elle avait plein de bagues. Ouais, simplement, la dame, pour sortir, elle avait mis ses gants, ce qui fait que, eh ben non, il pourra même pas les attraper, les bagues, c'est tout raté. Simplement, le journal, il va dire « negro, un negro, un negro, a fag, a robber, un negro, un negro, un negro ». Et ça, voilà, ce dossier-là, là, c'est la première fois qu'il s'inscrit pour nous en première page du journal et qu'on ouvre le dossier ensemble. À demain.